On est avec Georges Mercier, analyste politique et doctorat en sciences politiques. Et là, le directeur de la CIA a fait une visite éclair en Russie. Écoute, c'est une histoire assez surprenante. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. On apprenait hier qu'il y avait un avion américain qui s'était posé à Moscou. On ne savait pas qui était dedans, on ne savait pas pourquoi il allait là-bas. Là, on apprend aujourd'hui que c'est le directeur de la CIA qui aurait eu une réunion, non pas avec Vladimir Poutine, mais avec des responsables du renseignement russe. Ça soulève une panoplie de questions. De quoi ils se sont parlé? Pourquoi est-ce qu'ils ont senti le besoin d'y aller? Et là, je t'avoue, Richard, qu'on se perd dans beaucoup de spéculations parce que les détails, on les a juste pas pour l'instant. Bon, tu me diras, c'est des espions, c'est normal qu'on connaisse pas les détails, mais néanmoins, ce qu'on peut peut-être suggérer, on arrive à un stade assez critique dans la guerre en Ukraine où des deux côtés, on s'enlise. Le front terrestre à l'est, il ne bouge à peu près pas. Et ce qu'on a vu tout au long de l'été, c'est qu'on diversifie nos frappes. Les Russes frappent de plus en plus loin dans le territoire ukrainien. Les Ukrainiens, surtout, frappent de plus en plus loin en Russie et de plus en plus parviennent à amener la guerre chez les Russes. Si bien que le Russe moyen, là, en 2026, il commence vraiment à comprendre que son pays est en guerre. Donc, il y a une douleur de plus en plus vive en Russie. Est-ce que les Russes étaient en train de planifier une offensive plus grande? Certains parlaient d'une nouvelle mobilisation en Russie, une sorte de nouvelle conscription. Est-ce que les Américains ont voulu envoyer le directeur de la CIA pour dire là, écoutez, faut pas que vous alliez trop loin. Il y a des lignes rouges américaines à ne pas franchir et voilà ce qui pourrait vous arriver si vous les franchissiez. C'est souvent pour ça qu'on utilise des diplomates comme ça. Mais j'imagine qu'il y a souvent des discussions entre les États-Unis et la Russie, puis ça se fait là, sans déplacement là, nécessairement. Là. C'est bon. Mais là, qu'ils prennent l'avion et qu'ils aillent là-bas, c'est vraiment urgent. Là, c'est que c'est un signal significatif. Surtout que c'est pas un diplomate qu'on a envoyé, c'est le directeur de la CIA. Et et souvent, en relations internationales, la personne qu'on envoie fait partie du message. Si vous envoyez le directeur de la CIA, c'est plus significatif que si vous envoyez Steve Witkoff, le fameux ami de Donald Trump qui joue à l'apprenti sorcier en diplomatie. Donc voilà, il y a manifestement un message urgent à passer. C'est peut-être pas lié, cela dit, à l'Ukraine. Peut-être que c'est lié à l'Iran. Parce qu'on sait que l'Iran est un grand partenaire stratégique de la Russie. Là, il y a cette nouvelle histoire de sanctions économiques contre l'Iran. Peut-être que Donald Trump a senti le besoin d'envoyer le directeur de la CIA pour demander aux Russes de coopérer. Bon, ce serait surprenant qu'ils coopèrent parce qu'ils sont des deux côtés opposés du conflit. Mais voilà, quelque chose de significatif s'est produit. Un élément, la Maison-Blanche actuelle, elle n'est pas très bonne pour garder des secrets. Donc, ce ne serait pas surprenant ou étonnant que dans les prochains jours, on ait plus de détails sur cette visite-là. Georges, il y a quelque temps, il y avait une manifestation d'Iraniens de Montréal qui manifestaient dans la rue contre le régime des mollahs. Et j'étais dans la rue avec eux et je parlais aux manifestants, puis ils ont dit, vous savez, on a peur. Parce que je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des Iraniens qui vous surveillent ici dans les rues de Montréal, qui sont près du régime? Ils ont dit oui, effectivement, puis des fois, ils nous prennent en photo, puis on a peur pour notre famille qui est en Iran. Et là, toi et moi, on est tombés tous les deux sur le même texte du New Yorker, qui est un texte hallucinant. Alors, l'Iran utilise des criminels de droit commun dans certains pays. Ils passent des contrats avec des bandits pour faire assassiner des critiques du régime. C'est même pas seulement ça. Parfois, ça peut aussi être faire du vandalisme, plein de mesures d'intimidation. Tu sais, normalement, lorsqu'on pense à un pays étranger qui voudrait s'attaquer à ses ressortissants dans un autre pays, on pense à des espions iraniens qui partiraient de l'Iran, qui prendraient des avions, des vols dissimulés, qui se rendraient ici pour faire des actes de sabotage. Mais là, ce qu'on voit, c'est, je revendique l'expression, c'est une genre d'ubérisation de la violence politique. Où ce qu'on va faire, c'est aller trouver des genres d'agents alternatifs. Donc, ça peut être des criminels de droit commun. Ça peut même être, Richard, des adolescents qu'on recrute à travers Snapchat, Telegram, d'autres services de messagerie pour leur faire miroiter parfois de petites sommes d'argent pour qu'ils aillent faire des actions qui vont déstabiliser. Mais là, c'est pas le crime organisé qui recrute c'est un régime. Mais c'est un pays. On passe par plusieurs niveaux essentiellement. Donc, c'est pas le régime iranien qui va recruter, disons, Mohamed, 14 ans, pour faire un tag à Montréal. C'est plutôt le régime iranien qui va faire affaire avec un agent en Iran qui, lui, va passer par le crime organisé, qui vont eux-mêmes passer par d'autres réseaux pour éventuellement se rendre à ce petit Mohamed-là qui pourrait faire le tag en question. L'idée, c'est quoi ici? C'est de pouvoir nier l'implication du régime, de dire, mais non, c'est pas nous, c'est tel ou tel réseau. Mais tu sais, on sait qu'il y a des critiques du régime russe, par exemple, qui ont été empoisonnés au Palladium, là, à Londres. Mais ils ont été empoisonnés puis ont été tués par des agents du service secret russe qui ont envoyé ces gens-là. Même, il y en a un qui a envoyé, il y avait un parapluie.
et le bout du parapluie, il y avait du agent poison. nerveux. C'est ça, un agent nerveux, puis bon, il piquait Mais là, on fait affaire avec, entre autres, des petits bandits de Roumanie. Là. Oui, mais non seulement ça, c'est intéressant que tu mentionnes la Russie, parce qu'il y avait un article fascinant le printemps dernier dans l'Express, où on apprenait que les Russes faisaient quelque chose de similaire aux Iraniens, où eux aussi financent à travers des réseaux alternatifs plein de gens qui ne sont pas nécessairement pro-russes ou pro-iraniens, ou que sais-je encore. C'est pas des actions qui sont motivées par la politique chez les gens qui les commettent, mais l'idée, c'est d'aller déstabiliser les sociétés occidentales sans franchir le pas de l'assassinat politique. Parce que si un pays étranger commandite un assassinat sur un territoire, ça c'est grave. Ça c'est grave, on appelle l'ambassadeur, on peut le prouver un peu plus facilement, puis ça amène des répercussions. Alors que si on se contente, je sais pas moi, d'incendier une synagogue, on l'a vu ça aussi à Montréal et au Canada dans le sillage de ce qui s'est produit à Gaza, bien ça c'est un seuil un peu plus bas qui envoie quand même un message. Puis je reviens aux Iraniens dont tu parlais, là, est-ce que vous vous sentez surveillés? Ces gens-là, pour se sentir surveillés, on n'a pas à en assassiner un, on peut seulement leur faire sentir plein de manœuvres d'intimidation qu'ils sont surveillés et qui pourraient avoir des répercussions. Les fameux postes de police chinois qui sont ici à Montréal, là, au Canada. Mais ça, c'est encore pire, parce que là, vraiment, ça semble être une politique institutionnelle de la Chine pour surveiller leurs ressortissants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme eu le confort au Canada, dans d'autres pays occidentaux aussi, c'est-à-dire cette guerre-là en Iran, elle ne nous concerne pas. Oui. C'est loin de nous, c'est le problème des Américains qui se débrouillent avec. Mais là, ce qu'on apprend dans l'article du New Yorker, c'est que non, elle n'est pas si loin de nous que ça. Puis éventuellement, ce sont nos propres services de police, nos propres services de renseignement qui se ramassent un peu à réparer les pots cassés de l'offensive américaine. Donc, ça peut être, mettons, un gang de rue de Montréal-Nord qui, à un moment donné, ne savent pas, mais ils ont un contrat. Mais ça vient d'en haut de tel et tel pays, mais eux autres, ils n'ont aucune idée. Là. Ce serait probable. Bon, il faut quand même faire attention sur la proportion de ces choses-là. Dans l'article, je pense qu'il recensait 200 cas environ. C'est beaucoup, 200 à l'échelle de plusieurs pays, mais néanmoins, c'est pas significatif et si fréquent. Mais oui, ça pourrait se voir à Montréal, des choses comme ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les acteurs là, de l'acte en question, peut-être qu'ils ne sauraient même pas pour qui ils travaillent. Ben non. Voilà. Ils pensent qu'ils travaillent pour le crime organisé alors qu'ils travaillent pour un État... indirectement, qui subventionne une forme de terrorisme. C'est fou. C'est John le Carré 2.0, littéralement. C'est très John le Carré parce que c'est pas spectaculaire. Tu vois, c'est ça l'affaire. C'est banal, c'est normal. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Quand on regarde des films d'espionnage, là, c'est des gadgets, c'est cute, c'est des voitures volantes. Là, on est loin de ça. Là. On parle de services de messagerie, de messages envoyés. C'est pas très, très compliqué non plus comme manœuvre, mais manifestement, ça fonctionne. Je trouve ça absolument passionnant. Très hâte de te parler demain parce que je veux que tu me parles des nouveaux parcs d'attractions qui vont être construits à coût de gonzillions de dollars en France. On se garde ça pour demain. Fascinant, Richard. C'est hallucinant. Merci, Georges.